Salutations, compagnons et compagnonnettes. Aujourd'hui, Torah, le jour d'infamie. C'est Pearl Harbor. Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Le jour d'infamie, l'événement qui a provoqué l'entrée en guerre des USA. Pearl Harbor, c'est quoi? C'est une attaque surprise, sans avertissement, sans déclaration de guerre. 2403 morts, 1178 blessés, 2 cuirassés coulés, 6 autres endommagés. Des autres navires de moindre tonnage également endommagés, 188 avions détruits et 128 autres endommagés. L'amiral Isoroku Yamamoto en est le cerveau, bien qu'il pense qu'attaquer les USA est une grave erreur. Aussi a-t-il conseillé à son état-major de tout tenter en une seule attaque surprise décisive. Et effectivement, malheureusement pour lui, il ne sera plus là pour voir que Pearl Harbor était effectivement une très grave erreur pour le Japon. C'est une opération navale très audacieuse, à 6500 km du Japon, avec une escadre de 6 porte-avions, 3 croiseurs légers, une flottille de 22 sous-marins, avec une petite flottille de sous-marins suicides, et évidemment plus de 400 avions embarqués de l'aéronavale japonaise. C'est aussi 2 vagues d'attaques. C'est une opération extrêmement audacieuse pour l'époque. Malheureusement pour les Japonais, les 3 porte-avions, leur cible principale, n'y seront pas. C'est donc une réussite tactique immense, mais un désastre stratégique. On le verra pour la suite. Mais pourquoi les Japonais ont-ils attaqué Pearl Harbor? D'abord, il y a une montée aux extrêmes au Japon. C'est-à-dire qu'une clique de militaires fanatisé s'est emparé du pouvoir. La tension raciale et nationaliste est à son comble. Les Japonais vouent une obéissance sans borne à leur empereur, qu'on appelle le Mikado. C'est l'empereur Showa Hirohito. Showa, c'est le nom de baptême de son règne, signifie paix lumineuse. On verra que ce nom était très mal choisi. L'empereur est considéré comme un dieu. Il ne peut être vu par ses sujets. Le soldat japonais obéira aveuglément aux ordres de ses officiers jusqu'au sacrifice ultime. Le gouvernement est donc une véritable dictature militaire. Il n'y a aucune opposition au Japon. On obéit, cela a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Cette obéissance ira presque jusqu'à la stupidité, puisque le dernier soldat japonais à se rendre sera Teruo Nakamura, qui se rendra le 18 décembre 1974. Le Japon a été vexé par le traité naval de réduction des marines de guerre de 1922 à Washington, suivi par celui de Londres en 1930. Alors, il a décidé de se construire une marine de guerre extrêmement puissante et extrêmement moderne. À la veille de Pearl Harbor, l'entraînement des soldats, des marins et des pilotes de chasse est à son paroxysme. Plus de 1000 pilotes japonais comptabilisent plusieurs centaines d'heures de vol et de combat. Nombreux sont les vétérans qui ont fait la campagne sino-japonaise, notamment contre les tigres volants dont nous avons déjà parlé. Et en face, le pilote soviétique, tout comme le pilote américain, exception faite des tigres volants évidemment, n'a que quelques dizaines d'heures de vol à son compteur. Comme nous l'avons vu, une véritable lutte d'influence économique s'est formée entre la puissance montante du Pacifique, le Japon, et le géant endormi, les USA. Nous sommes, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans le piège de Thucydide. Évidemment, le Japon dépend uniquement de l'étranger pour ses approvisionnements. En pétrole, en minerais, en métaux, en matières premières, en caoutchouc et même en riz. Le Japon n'est pas capable d'alimenter ses 100 millions d'habitants. Alors comme nous l'avons vu, quand le 26 juillet 1941, le président Roosevelt va voter la loi qui interdit les exportations pour le Japon, évidemment la seule solution reste la guerre. Et le développement de ce que les Japonais appellent ironiquement la grande sphère de coprospérité du grand sud-est asiatique. C'est des comiques les Japonais, puisque eux seuls sont dans cette coprospérité. L'attaque de Pearl Harbor est surtout due à 3 hommes de grande valeur. L'amiral Yamamoto, le contre-amiral Takijiro Onishi et le capitaine de frégate spécialiste de l'aéronaval Genda Minoru. L'amiral Yamamoto, qui est-ce? C'est le cerveau de l'opération Z, qui est le nom du raid sur Pearl Harbor. Il est intelligent, inventif et a surtout beaucoup voyagé aux USA, pays qu'il connaît très bien. C'est un vétéran de la guerre, puisqu'il a participé à la bataille de Tsushima du 27 et 28 mai 1905. À partir de cette bataille du détroit de Tsushima, la doctrine de la marine impériale est le concept de bataille décisive. Les Japonais vont tout miser sur une seule bataille, d'où le raid de Pearl Harbor. Yamamoto est envoyé aux USA en 1919 dans le cadre d'une coopération pour la conversion des navires de guerre du charbon au mazout. Il s'inscrit alors à l'école navale américaine ainsi qu'à l'université de Harvard. Par la suite, il fera
de nombreux séjours aux USA en tant qu'attaché militaire aux ambassades du Japon aux USA. Il participe aussi à la conférence de Londres pour la limitation du tonnage des marines de guerre, traité auquel le Japon va renoncer pour pouvoir se doter d'une marine de guerre puissante. Yamamoto connaît très bien les USA. Il a vu les usines de voitures de Détroit. Il a vu les champs pétrolifères du Texas. Il sait quelle puissance industrielle les USA peuvent développer. Et il comprend le danger gigantesque que peut représenter ce pays en guerre contre le Japon. Malgré tout, il va céder aux faucons qui entourent l'empereur Hirohito et se lancer dans l'organisation de l'opération Z pour le raid de Pearl Harbor. Dès 1936, il dirige le département aéronaval à la marine, puis devient vice-ministre de la marine. Il va doter la marine de l'Empire japonais de l'outil aéronaval moderne et efficace. Il est rejoint en cela par le capitaine de frégate Genda Minoru. Alors qui est-ce ce Genda? Il est rentré à l'école navale, il en est ressorti pilote de chasse dans le cadre de l'aéronaval. Il a d'ailleurs été embarqué dans un porte-avions que dirigeait l'amiral Yamamoto. Puis il a suivi une formation encadrée par 2 as de la chasse anglaise lors de la Première Guerre mondiale. En 1939, il sera attaché naval à l'ambassade du Japon à Londres. C'est là qu'il va assister au début de la Seconde Guerre mondiale sur le front ouest et qu'il va pouvoir étudier la bataille d'Angleterre lors des confrontations entre Messerschmitt Bf-109 et Spitfire anglais. Il va comprendre que la clé de la victoire dans le conflit qui arrive, c'est la supériorité aérienne, que ce soit sur terre ou sur mer. Sans cette supériorité, aucun pays ne pourra gagner. Et cela, il va se mettre à l'appliquer. Mais son plus beau coup d'éclat reste son passage au collège naval, où il fera une communication qui le rendra fou pour les uns, loufoque pour les autres, et excessivement moderniste pour certains. En effet, Genda Minoru va développer le concept de l'aéronaval et du porte-avions comme objet de suprématie sur les mers. Et selon lui, il rend le cuirassé obsolète. En cela, il va avoir contre lui tout l'établissement militaire japonais, pour qui le cuirassé reste le maître des océans et de la guerre navale. En tant que capitaine de frégate, il sera le maître entraîneur des pilotes de bombardiers torpilleurs Nakajima B5, appelé Kate par les Alliés. En tant que capitaine de frégate, il sera le maître entraîneur des pilotes sur bombardiers en piqué Aichi Val, ainsi que des pilotes de bombardiers torpilleurs Nakajima B5 Kate. Les pilotes seront entraînés sous la férule du capitaine de corvette, son subordonné Fuchida Mitsou, qui sera le commandant du groupe aérien de la première flottille aéronavale qui sera envoyée à Pearl Harbor. Enfin, il faut encore parler du contre-amiral Takejiro Onishi, qui est le chef d'état-major de la première flotte aérienne. C'est sur lui que va se reposer Yamamoto pour forger les pilotes et l'outil aéronaval qui sera lancé sur la rade de Pearl Harbor. Il faut comprendre qu'à part l'attaque des Anglais sur Tarente, un port italien, le 10 novembre 1940, attaque qui a été effectuée par 21 avions anglais armés de torpilles à partir d'un porte-avions, aucune opération de l'envergure de Pearl Harbor n'a jamais été imaginée ni encore moins tentée. Est-ce que les Japonais vont réussir leur raid sur Pearl Harbor? C'est ce que vous saurez au prochain épisode. Dans cet épisode, nous verrons le degré de préparation, ou plutôt d'impréparation, des Américains juste avant le désastre de Pearl Harbor. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé, tu likes, tu t'abonnes évidemment, tu vas sur mes réseaux sociaux, et je te dis à la prochaine fois. Alors Bohémond, que dit-on à la fin? L'histoire, c'est toi qui l'as fait.